messieurs, bienvenue à cette émission Le Podium de Téléhandicap. Mon nom est Joseph Coury et je remplace aujourd'hui l'animatrice de cette émission, Madame Sylvie Sauvé, absente par cause de maladie. Je suis très heureux de partager avec vous cette passion vivante qui est le sport. Et quand on dit sport, on dit santé. Notre sujet aujourd'hui est spécial. C'est une réalité en même temps qui relève du handicap et surtout des arts martiaux. Notre invité est un éducateur physique qui a réussi à créer une nouvelle dimension unique dans un corps ou dans un cadre corporel et psychologique. Monsieur Vézin de l'Association de développement des arts martiaux adaptés, ADAMA, bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour, Monsieur Coury, je suis très content et j'apprécie vraiment que vous m'ayez invité dans le cadre de cette émission. C'est un grand plaisir pour nous. C'est une nouvelle de parler des arts martiaux, un sujet qui m'a étonné tout d'abord quand j'ai entendu parler de ça de notre recherchiste et j'étais impressionné. On va voir maintenant, vous allez nous donner l'heure juste à l'égard des arts martiaux et surtout les personnes handicapées. C'est pour cela, je voudrais savoir que votre choix de ligue relève d'une conviction hors du commun. Ça, c'est clair que, comme vous le disiez précédemment, ça peut paraître très surprenant d'associer des arts martiaux tels que le karaté, le taekwondo, le judo, le jiu-jitsu, et il y a même la boxe, qui n'est pas nécessairement un art martial officiel, mais qui fait partie donc des approches utilisées. Donc, effectivement, c'est très surprenant, mais évidemment, l'intention vraiment de départ, c'est vraiment l'inclusion et de donner cette possibilité, évidemment, dans une approche très adaptée, on s'entend bien, et parfois la personne est accompagnée d'un adulte, mais c'est en fait de donner la possibilité de dire, c'est possible pour moi, même dans des activités ou des approches qui peuvent paraître au départ impossibles. Donc, ça permet de développer une grande source de confiance chez ces individus-là et en même temps de comprendre que sur le plan social, inclusion, tout est possible à partir du moment où il y a une volonté et en même temps une certaine expérience à développer, bien entendu, pour adapter ce genre d'activité de façon sécuritaire. Ça, c'est très pour important. cela, ce que je vois, vous pratiquez les arts martiaux, mais surtout le judo versus les autres avec les personnes handicapées, ce qui représente, pour moi personnellement, l'image réelle, ce que vous venez de dire aussi, de la diversité dans une société démocratique inclusive. C'est la raison pour laquelle j'aimerais savoir de vous ou de nous parler de l'Association de développement des arts adaptés ADAMA et de votre début dans cette carrière. En fait, je veux quand même apporter une précision. Moi, je suis évidemment, tous les gens qui travaillent là le font de façon bénévole, ça c'est important. Oui. Et je suis là, moi, simplement depuis quelques années, à titre bénévole. Et en fait, je veux reconnaître l'intention au départ de M. Mohamed Jelassi, qui en fait, je pourrais dire, qui est le fondateur en 2012 de cette association et qui, avec le temps, a su, qui a mis, on pourrait peut-être même pas compter le nombre d'heures qu'il a mis, tellement sa conviction est importante, et en même temps, qui a su attirer à lui des gens comme moi, mais moi, je considère que par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, depuis simplement quelques années, vous me donnez beaucoup de mérite, mais en fait, je devrais donner le mérite à M. Jelassi, donc, qui a su développer à travers le Québec, le Canada, un certain réseau, mais même également à travers d'autres pays à l'extérieur. Donc, qui a su vraiment, de par sa passion, attirer et convaincre des gens de pouvoir s'impliquer
et avec le temps également de former, de développer des formations pour permettre aux gens qui veulent travailler avec cette clientèle, de leur permettre justement de développer une certaine expertise, parce que je pourrais dire, on s'invente pas du jour au lendemain. Moi, je fais du judo, moi, je fais du karaté, etc., du jiu-jitsu, taekwondo, etc. On ne s'invente pas du jour au lendemain. Style, on ne s'improvise pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments sécurité qui sont importants. Il y a des éléments également connaissance de la clientèle, que ce soit le trouble du spectre de l'autisme, etc. Je connais un professeur du judo actuellement qui travaille avec des non-voyants. Il y a des choses à connaître, il y a des choses, on sait qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, etc. Donc, je pourrais dire que c'est ça l'intérêt à la fois de la diversité de l'association, parce qu'il y a des professeurs qui viennent de différents horizons et pas simplement d'un art martial particulier. Et bon, moi, ma spécificité, évidemment, ça a été le judo, puisque j'ai travaillé à la Fédération de judo pendant 22 ans comme responsable technique. Donc, j'ai une bonne connaissance du judo. Et avec le temps, évidemment, j'ai réussi donc à développer des liens pour pouvoir aider cette association. C'est pour cela, moi, je veux donner le crédit à l'association elle-même, qui est la réalité et la fondation de ce que vous êtes en train de développer. C'est la raison pour laquelle aussi j'aimerais connaître, savoir ce qui se passe. C'est qui, c'est Adama? Parlez-nous largement de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vos murs et de vos dirigeants aussi. C'est ça. Au niveau d'Adamas, on a dit tantôt que c'était une association de développement d'arts martiaux. Oui. Il y a des activités, évidemment, où on va chercher à rejoindre les clubs. Donc, il y a en général 2 formations par année. Donc, il va y en avoir bientôt une au mois de juin, justement, qui permet, dans une première étape, de rencontrer les gens et de pouvoir leur donner une information de base et une expérience de base pour les gens qui veulent vraiment s'impliquer dans ce domaine-là. Évidemment, il y a un soutien continu dans l'année, soutien continu que ce soit par des conseils, par rapport à des rencontres ponctuelles lorsqu'un club nous demande de l'aide. Bientôt, il y a ce qu'on appelle l'Open Adama. Donc, l'Open Adama qui va avoir lieu le 11 juin à Montréal. Donc, c'est un Open qui, justement, dont l'intention est de regrouper différents arts martiaux. Donc, dans cette journée-là, il y aura 1 heure sur le judo, 1 heure sur le karaté, 1 heure sur le jiu-jitsu, 1 heure sur la boxe, donc qui permet justement, on peut dire, de se regrouper, parce qu'on travaille à la fois de façon, chacun, on peut dire, isolé dans son domaine, compte tenu du temps et de l'énergie qu'on y met, mais c'est important à un moment donné de pouvoir se rencontrer ensemble. Donc, je pourrais dire que c'est un moment spécial d'unité, d'harmonie, où à la fois, évidemment, il y a des activités qui sont propres à un art martial, mais en même temps, je dirais que ça va au-delà de l'art martial particulier, c'est-à-dire que lorsqu'on se rencontre dans ce genre de journée, je voudrais dire, quelque part, on oublie aussi l'art martial, et en fait, ce sont des humains, des individus qui sont là, qui se, qui se rencontrent de façon ponctuelle, c'est vrai, à un moment donné, mais en même temps, on pourrait dire que c'est une grande fraternité qui renforce les liens, qui renforce la passion de pouvoir partager. C'est Donc, qu'au-delà de l'art martial, il y a l'humain, vous voulez dire. c'est ça, c'est l'humain qui est d'abord et avant tout, et je dirais que c'est l'intérêt de Adama, de cette association, c'est qu'au départ, on se sert d'une activité, d'une discipline, peu importe la discipline, et pour aller rejoindre l'humain, pour aller rejoindre, Exact. vous avez Exact. donc la santé, mais au-delà de santé, rejoindre l'émotionnel, le mental, et à travers ça, on va dire chaque art martial a son code moral dans le sens de développer des qualités qui nous sont propres, mais qui sont importantes, comme le courage, la sincérité, l'amitié, etc., qui rejoignent, même si chaque art martial a son propre code moral particulier, mais de façon générale, on va toujours rejoindre ces valeurs de courage, d'amitié, de sincérité, qui vont au-delà du handicap. Le OK. handicap, on OK. s'entend, il est malheureusement là pour certaines personnes, mais ce qu'on veut, c'est dépasser le handicap à travers une activité qui permet l'inclusion
qui permet de développer la dimension sociale, parce que parfois ces gens-là sont un peu exclus ou un peu isolés. Donc, on veut rejoindre le social et installer une certaine communication, puis permettre aux gens de développer une estime de soi avec les gens, et non pas moi isolé et les autres gens. C'est je suis comme les autres, je suis un humain, point, mais on s'entend bien avec une certaine particularité, certaines limites, mais qui font que quand on rejoint l'humain, la limite, elle n'est plus là, même si on s'entend, elle est réelle. Ça, c'est clair. On va aller un petit peu dans la technique. Mm-hmm. C'était une très bonne introduction au niveau de la présentation, surtout de cet art martial, parce que ça relève un petit peu de l'humain, on vient de le dire. Et Mm-hmm. je vais aller plus loin de ça. Et si je ne me trompe pas, vous êtes un yogi, comme on dit dans le Oui. rythme de votre culture. Et dans le temps des ancêtres, le mot yogi désigne le sage ou un ascète qui pratique le yoga. Ça Oui, veut oui, dire, exact. est-ce que je me trompe? Non. Ouais. C'est-à-dire que ça, j'ai encore quelques croûtes à manger. Donc, Allez-y. soyons honnêtes. Bon, c'est ça. Moi, ma particularité, c'est qu'à la fois, je fais du yoga du judo, pardon, depuis l'âge de 8 ans et demi. Ah, Et du yoga, bon, j'ai commencé plus vieux, vers l'âge de 22 ans. Donc, j'ai développé cette pratique judo et yoga qui, pour moi, était complémentaire. Et si on revient au niveau du mot yoga, le mot yoga, au départ, il veut dire faire l'union entre le corps et l'esprit. Donc, le yogi, si on pourrait dire, c'est le pratiquant, la personne exact. qui tente, qui va pratiquer, qui va utiliser des outils, qui va chercher à développer dans sa vie aussi une attitude, une façon de penser, justement pour permettre l'union entre le corps et l'esprit. Donc Maintenant, la méthode, évidemment, est différente d'un art martial, mais au bout du compte, il y a toujours l'intention, l'harmonie. Et ce qu'il ne faut pas oublier également, que ce soit yoga ou arts martiaux, c'est que l'intention, toujours au départ, c'est de développer l'être humain, donc des gens intégrés dans une société et développer la paix et l'harmonie dans le monde. Alors, ça peut paraître, pour le yoga, ça peut paraître plus évident. Pour les arts martiaux, parfois, ça peut paraître plus contradictoire. Mais au départ, si la personne, que ce soit en yoga ou en art martial, arrive à se maîtriser elle-même et à développer plus de paix, plus d'harmonie, mais nécessairement, ça aura un impact sur la communauté à tous les niveaux. Et au niveau du yoga, c'est sûr que même si c'est actuellement moins présent au niveau de Adama, il y a du yoga qui est utilisé pour les troubles du spectre de l'autisme, par exemple. voilà. Donc, on peut retrouver du yoga aussi pour des gens qui ont certaines limitations On va y physiques. arriver à tout ça. Avant d'arriver à ces spectres-là, ce que je vois, et surtout dans votre travail personnel, vous êtes un professeur, vous enseignez et je vais préciser les mots, parce que je vais avoir une signification spéciale. J'aurai une question sur les deux titres. Vous enseignez le Raja et le Hatha Yoga. Donc, vous Oui, êtes aussi un formateur de professeur de yoga. Quel est exact. le lien? Quel est le lien de Raja et Hatha Yoga et le handicap? D'une part, d'autre part, est-ce que le Raja et le Hatha seraient-ils par hasard des prénoms de personnes? Non, alors, le Hatha Yoga, c'est le yoga corporel qu'on connaît actuellement en Occident. Quand on parle de yoga comme tel, c'est la respiration, c'est la relaxation, c'est les postures du corps, d'étirement un peu dans tous les sens. Euh, et à l'origine, quand le yoga est arrivé en Occident, euh, bon, c'était plus ce qu'on appelle du Hatha Yoga, donc le yoga, pour faire court, le yoga corporel. Ensuite, le yoga s'est popularisé et actuellement, il y a beaucoup d'approches yoga qu'on n'appelle plus hatha yoga, donc qui sont des spécificités ou des styles corporels qui se sont développés, mais ça reste fondamentalement du yoga corporel. OK. Le, le, Oui, allez-y. le Raja Yoga, c'est un yoga de l'esprit, donc c'est le yoga qui va toucher plus
le travail au niveau de la maîtrise des pensées, l'approche des techniques de méditation. Donc, je pourrais dire que c'est un complément. Dans ce sens, le Raja Yoga est à l'esprit ce que le Hatha Yoga est au niveau corporel. Donc, ce ne sont pas des noms de personnes comme telles. C'est Hatha Yoga. Hatha, si on fait la traduction, c'est lune soleil. Le yoga de l'énergie pour faire l'union entre le soleil et la lune en soi, sous-entendu nos énergies positives et négatives, négatives dans le sens évidemment positif du terme, donc dans le sens de le masculin, le féminin en soi. Donc c'est un travail corporel. Le Raja va vraiment aller chercher plus la spécificité de la maîtrise des pensées et l'approche des techniques de méditation. Évidemment, qu'on peut utiliser avec des personnes ayant un certain handicap, certaines limitations comme telles, mais on s'entend qu'il devra toujours être adapté. On ne peut pas faire un copier-coller, on doit s'adapter, et c'est le propre de ces approches. Judo, ça veut dire par exemple la voie de la souplesse et la voie de l'adaptation. Ce n'est pas juste souple physiquement, mais ça veut dire s'adapter. Dans les arts martiaux, il y a toujours la notion de s'adapter au partenaire qu'on considère comme étant un partenaire et non pas comme un adversaire, un partenaire qui va m'aider à me connaître, à progresser, à faire face à mes peurs éventuellement pour développer plus de courage. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut voir ces approches yoga ou arts martiaux, parce que ça ramène toujours, ce qu'on disait au départ, ça ramène toujours à l'humain, fondamentalement, l'humain face avec lui-même, et on utilise une méthode qui parfois est complètement différente. Le yoga ou les arts martiaux, la méthode est complètement différente, mais l'intention est toujours la même, l'humain, l'inclusion et la paix de l'individu et la paix des individus et l'entraide. Ça, c'est super important, l'entraide. Oui, Excusez. allez-y. Je ne peux pas, à travers les arts martiaux en particulier, parce que les arts martiaux, on est deux. Le yoga, on est tout seul, donc c'est peut-être moins évident. Mais je ne peux pas progresser sans l'autre. Donc, il y a la notion d'un gagnant-gagnant. Donc, l'autre me permet de progresser, on va dire, sur le plan de la technique. Il me permet de me découvrir sur le plan de mes qualités, de mes forces et peut-être des peurs que je dois dépasser. Et en même temps, étant donné qu'il me permet, ça se joue dans le sens inverse également. Donc, moi, en tant qu'individu, je permets à l'autre. Donc, il y a vraiment cette notion de respect et d'entraide et de prospérité mutuelle, justement pour qu'on progresse vers une société meilleure. Donc, ça, on pourrait dire que c'est la philosophie qui est en arrière. Et dans cet état d'esprit, handicap ou pas handicap, excusez-moi l'expression, on pourrait dire on s'en fout dans ce sens que l'intention va bien plus au-delà d'être handicapé ou de ne pas être handicapé à un certain niveau. On s'en va toujours dans la même direction et c'est la dualité dans votre vision relative au yoga et c'est ça ce qui est apprécié dans votre conversation et vos réponses détaillées au maximum. Maintenant, je vais aller dans un autre sens, presque vers l'esprit. C'est que, c'est sûr, ne nous connaissons pas comme vous les effets de cette discipline qui est le yoga. Qui se résume en effet qu'en la pratiquant avec des exercices de respiration qui offrent une certaine plénitude. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dedans, là? Au départ, ce qui est important, si vous m'avez abordé sur le plan de la respiration, c'est que, oui, donc, dans les techniques d'attention à la respiration, de respiration profonde, particulière avec des techniques plus précises, ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, dans notre journée, notre attention est beaucoup dirigée vers l'extérieur, pour des raisons évidentes. On travaille, les relations, vous conduisez, 3 points de suspension. Donc, dans ce genre d'outils, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse l'attention. C'est qu'on ramène l'attention vers soi pour pouvoir se recentrer. Et l'idée, en fait, au départ, c'est d'occuper notre esprit sur un point d'attention, de concentration positif. Et la respiration, elle a son intérêt, c'est qu'on respire tout le temps. Tant et aussi longtemps qu'on sera en vie, on va toujours respirer. Et c'est en fait le premier élément essentiel à la vie avant même de penser, boire ou manger. Donc,
Là, on pourrait dire cette particularité importante, c'est qu'on on retourne notre attention vers quelque chose qui est essentiel, la respiration. Pas de respiration, pas de vie. Donc, c'est une façon à la fois de se centrer et en même temps, ce qu'on sait, c'est que la respiration, elle est directement reliée à nos états intérieurs. C'est-à-dire, compte tenu de comment vous vous sentez, votre respiration va changer. Si vous êtes en colère, vous n'allez pas respirer de la même façon que si vous vous sentez heureux et de bonne humeur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans l'autre sens. C'est que si je ramène mon attention sur la respiration ou je fais quelques respirations profondes, cette respiration va avoir la particularité d'induire un état intérieur plus de calme, d'harmonie, de paix, etc. Donc, il faut le voir dans ce sens-là de plénitude. Maintenant, on s'entend que, comme dans n'importe quel domaine, ça demande une pratique, ça demande une pratique régulière. De la même façon que si vous voulez apprendre à nager puis devenir un dauphin, ben, il va falloir de temps en temps, mais de façon régulière, aller à la piscine. Donc, ces approches au niveau de la respiration, elles ont le même intérêt. Et je pourrais vous donner, je vais vous dire un petit secret, entre guillemets, mais en blague, on s'entend. Oui. L'équation du siècle, bon, on connaît E égale mc2, évidemment, la fameuse équation de Einstein. Moi, je vais vous dire, la nouvelle équation aujourd'hui, c'est P plus S égale B. Alors, P plus S égale B, ça ne veut pas dire patate plus sauce égale bien-être, là, donc on ne parle pas de Poutine, bien sûr. Donc, mais on va dans le sens de peu plus souvent, P plus S égale bien-être. C'est-à-dire que l'approche de ces outils-là ont leur intérêt, mais ce n'est pas propre au yoga comme tel, là, aux arts martiaux. C'est comme dans tout domaine, peu, c'est-à-dire l'utilisation de revenir à soi, par exemple, par une technique de centration sur la respiration ou respiration profonde, mais de le faire souvent, donc de façon régulière, répétée. Ça va donner beaucoup dans ce sens que ça va induire tranquillement une habitude positive et en même temps, ça va tranquillement déposer quelque chose en soi. Là. Comme si vous étiez, comme si vous étiez un jardinier, mais vous faites du jardinage, il faut de temps en temps aller arroser le jardin, entretenir ce que vous avez semé. Donc, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire, si vous voulez, sur le principe, mais on s'entend que la respiration, comme on l'a fait tout le temps, c'est important dans ce sens qu'on y a accès directement, d'une part, et quand on revient à la respiration, ben, c'est une forme aussi de maîtrise des pensées parce que notre tête, on est dans un monde occidental où la tête fonctionne beaucoup avec tous les aspects positifs, mais la tête est reliée à nos émotions également. Donc, si vous avez des pensées négatives, vous engendrez des émotions désagréables qui vont nourrir la pensée négative, qui vont engendrer des émotions désagréables. Et à travers tout ça, il y a des comportements qui s'en suivent, qui ne sont pas nécessairement adaptés à la situation parce que notre pensée, à partir du moment où il y a une émotion désagréable, elle est un petit peu brouillée en termes de vision lucide. Donc, Maintenant, M. Vézin, je vais vous poser quelque chose suivant votre équation. Moi, j'ai une autre équation, le A plus B au carré égale A2 plus 2AB plus B2. Je voudrais savoir avec vous votre équation et cette réciprocité de votre équation relative à l'enfant. Qu'est-ce qu'il va comprendre de la respiration versus la plénitude après un programme ou après un test sportif avec lui? En fait, il va comprendre, ce qui va arriver, c'est qu'il ne va pas comprendre de façon intellectuelle. Là, on essaie de l'expliquer intellectuellement, mais en fait, ce qu'il va comprendre, c'est par le vécu, par l'expérience. Quand je respire, quand je m'arrête, quand je fais de la respiration profonde, il se passe quelque chose, mais qui est différent. On pourrait dire le avant puis le après. Là. Donc, c'est on pourrait dire une constatation par le vécu. Bon, le mot plénitude est peut-être fort, on va dire, au départ, mais si on utilisait peut-être le mot plus paix, calme, etc., fait que la personne se sent plus en harmonie, mais on peut l'expliquer pendant 3 heures, mais c'est par le vécu que les gens vont s'apercevoir, enfants ou adultes, hein, vont s'apercevoir, oh, il y a quelque chose qui a changé. Le fait d'avoir pris le temps de m'arrêter, donc prendre le temps de
c'est super important parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est souvent j'ai pas le temps. Donc, ça va vite. Donc, prendre le temps de revenir à soi fait qu'il va y avoir, bon, on va dire, une certaine plénitude, peut-être temporaire, mais qui fait que la personne le ressent, le vit intérieurement, et le vivant intérieurement va faire en sorte que la personne va vouloir être portée à répéter l'expérience. Est-ce que le professeur lui-même ressent la réciprocité de cet enfant vis-à-vis la respiration et la plénitude à son égard? Oui, oui, jusqu'à un certain point. On s'entend que la respiration, ce n'est pas une pilule miracle, ça c'est clair. Mais il reste que déjà, en tant que professeur, on le voit, on le sent, on le voit, on le sent. Et parfois, ce qu'on va voir, c'est simplement soit, effectivement, il y a un petit apaisement qui est différent dans le regard de la personne, il y a une petite lumière qui apparaît, qu'il faut détecter. Mais je pourrais dire, en tant que professeur, c'est très gratifiant de voir que parfois on a installé une petite lumière supplémentaire dans les yeux, parfois avec des gens qui vont avoir de la difficulté à parler ou à s'exprimer comme tel. Mais le corps parle, les yeux parlent, le visage parle. Donc effectivement, ça peut, je dirais, en ce qui me concerne, de par mon expérience, c'est très gratifiant de voir que finalement, on a été une petite goutte dans l'océan qui a permis un peu plus de bien-être et un peu plus de joie, puis de sentir qu'il y a un lien de cœur à cœur avec ces enfants-là. Et Monsieur Vézin, même oui, s'ils ne l'expriment pas nécessairement par la parole ou par un câlin ou par ce que vous voulez. on va se déplacer maintenant de l'esprit vers le mental. Je sais, vous êtes un formateur agréé même auprès d'Emploi Québec et surtout, et plus spécifiquement même, je dirais, à l'aube de cette fâcheuse pandémie qui est Oui. la COVID, vos expériences pratiques ont fait de vous un conseiller spécialisé en gestion du stress. Voici ma question. Quelle est d'après vous, ou quelles sont, d'après vous, les particularités du yoga à l'égard du stress, surtout chez les personnes handicapées? On sait qu'elles qu'ils ont vécu durant la COVID, qui vivent surtout le spectre de l'autisme ou cette limitation physique. Quelles sont les particularités du yoga? Je dirais au départ, bon, juste le fait d'être, on va oublier le yoga quelques secondes, là, juste le fait d'être avec un professeur, déjà ça brise l'isolement. Ça c'est clair que y a une relation sociale qui s'installe. Le yoga comme tel, il permet quand on a vécu une situation aussi difficile que la pandémie, c'est Oui. sûr que les émotions sont là, moi ce que j'appelle notre hamster national, nos pensées qui tournent, qui génèrent des émotions, font qu'on peut avoir tendance un peu à décrocher du corps physique, c'est-à-dire à être on est moins présent dans la vie, moins présent dans son corps. Je dirais que la particularité, on va y aller plus avec le yoga physique, c'est de ramener les gens dans leur corps, là. Donc, les sortir de leur tête, les sortir, leur permettre un certain apaisement émotionnel, justement pour plus profiter du moment présent. Donc, je dirais que c'est probablement la particularité la plus importante, c'est sortir de la tête qui engendre des émotions désagréables. Le fait d'être ensemble, évidemment, c'est briser l'isolement, la dimension sociale. Et le fait d'être dans son corps, ben, le corps, il est là, il ne ment pas, mais en même temps, lorsqu'on est dans la sensation du corps, on est dans le moment présent. Alors, c'est un moment, vous allez pas me dire, là encore, c'est pas magique, là. C'est un moment, lorsqu'on est ensemble ou dans une pratique yoga, peut-être isolé dans le temps, c'est clair, mais c'est un moment où on sort de sa tête, on sort éventuellement des émotions désagréables pour se rappeler l'importance de vivre dans son corps et de vivre dans un corps incarné, là. Ce qui est parfois la difficulté de certains handicaps sur le plan plus psychique, parce que bon, ça se passe, une partie qui se passe au niveau de la tête, et ce qu'on veut justement, c'est
leur permettre d'avoir une pause, ne serait-ce que temporaire, pour vivre leur corps et vivre leur incarnation terrestre dans un moment de bien-être, point, c'est tout, là. C'est sûr qu'il n'y a pas de prétention qu'on va guérir quelque chose, qu'on va régler quelque chose, mais ce qu'on veut, c'est, pour dire, des petits spots de lumière qui fait qu'on est dans le bien-être. Bon, si on fait référence à la lumière, on est dans un peu plus de chaleur humaine, un peu plus Ouais. de bienveillance envers son corps, même si ce n'est pas expliqué intellectuellement parlant. Euh, Puis en même temps, ben, dans un moment où on est ensemble aussi, parce que c'est un cours, lorsqu'il y a des personnes ensemble, où on est là pour un bien commun. Peut-être que ce n'est pas perçu par certaines personnes dû au handicap, mais au-delà, je pourrais dire, du handicap, il y a le cœur qui nous rejoint. Donc les gens vont le sentir même si ce n'est pas exprimé. Donc ça suppose pour le professeur également beaucoup de détachement, là. Parce que dans le fond, l'impact, on ne le voit pas nécessairement tout de suite. C'est une petite goutte là qu'on sème quelque part. Des fois, les parents vont venir nous dire, bon, effectivement, il se passe quelque chose, mais ça demande, je pourrais dire, un grand degré de détachement parce que ce n'est pas nécessairement comme un cours d'adultes, des personnes qui vont venir nous voir, qui vont nous dire, qui vont nous remercier, qui vont nous dire, adultes, on va dire, sans handicap, ils vont venir sans handicap au niveau intellectuel. Donc, c'est beaucoup de dévotion, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance envers les Voilà. autres, mais avec beaucoup de détachement, là. On le fait parce qu'on sent que ça doit être fait. On sent, puis on le sent, mais bon, pour dire, il faut sortir un petit peu plus son ressenti, puis ses antennes. On sent qu'il y a un impact, mais faut vraiment être détaché, là. Il y a un gros, un gros, un gros travail de détachement. On le fait parce qu'on sent que c'est important puis que ça a été, je dirais, placé sur notre chemin. C'est arrivé, puis on sent que ça fait partie de notre chemin dans cette incarnation terrestre et que, bon, si on peut apporter un petit peu de bien-être, mais ça va participer à la guérison de la planète d'un certain point de vue. Monsieur Vézin, c'est impressionnant. On va se dépasser pour se réaliser ensemble dans cette belle émission. Tout d'abord, je ne vous cache pas, je crois au yoga, mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps libre pour pratiquer cette discipline. Mais je l'avoue, oui, je crois énormément en cette discipline. J'ai beaucoup d'amis aussi, là, des, des créateurs, des chercheurs qui pratiquent ça partout dans le monde, là, et je connais l'effet de cette pratique. Maintenant, vous savez, j'ai rencontré des philosophes, des acteurs, des artistes, des chercheurs qui me ramènent souvent à cette quête spirituelle Exact, oui. liée directement à leurs différentes pratiques. Cette quête est diversifiée entre les livres saints ou la médiation dans les cultures asiatiques au niveau du corporel. Pour le yoga, en définition, paraît-il que l'intérêt de cette pratique, c'est d'entretenir le corps et l'esprit en alliant le loisir et la détente. C'est quoi ça? Donnez-moi une vraie définition. Tout le monde se rallie autour de la spiritualité, chacun à sa manière, avec tout le respect total. Mais quelle est cette alliance entre l'esprit et le corps et le loisir et la détente? Exactement. On ressent quoi en pratiquant le yoga? Vous me posez une bonne question, là. Bon, moi, je vais vous donner un peu ma définition de la spiritualité. Euh, la spiritualité, pour moi, c'est retrouver notre être profond en nous, se retrouver notre être profond en nous, selon les traditions religieuses, parce il peut y avoir des traditions religieuses ou non religieuses, mais qui sont aussi spirituelles. Donc, que l'on dise que retrouver le royaume des cieux en nous, se reconnecter avec son être profond. Dans certaines traditions orientales, on va parler du soi avec un grand S, là. Donc, dépasser ce qu'on appelle l'ego. L'objectif, peu importe le langage religieux, c'est toujours le même. C'est-à-dire que de faire en sorte que je recontacte ce qui est le plus essentiel en moi, peu importe le nom qu'on va lui donner.
parce que c'est cet aspect essentiel en moi, il est, je pourrais dire, indestructible, c'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par le quotidien, par ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est une façon de s'ancrer très profondément avec quelque chose qui est essentiel. Bon, il y a des gens qui vont dire la source éternelle en soi, peu importe. Mais à partir de là, on est des êtres incarnés, à moins d'avoir décidé de vivre une vie monastique, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on vit dans la société, on vit dans le quotidien. Donc, je pourrais dire que ce qui est important à ce moment-là, c'est que euh, tout ce qu'on fait dans le quotidien soit imprégné de cette lumière du cœur, de cette lumière intérieure, et effectivement va faire en sorte que, si j'ai bien compris votre question, va faire en sorte que ça soit dans la dimension sociale, relationnelle, travail, loisir, effectivement, qu'il y ait une certaine détente intérieure malgré les circonstances extérieures. Si on, si on va dans le but ultime, on s'entend, et Oui. on a chacun, et moi le premier, des croûtes à manger dans ce sens-là, c'est de développer un état heureux indépendamment des circonstances extérieures. On s'entend qu'on a quelques croûtes à manger encore, dans ce sens que développer un état heureux de paix, d'amour, de joie, qui soit de plus en plus, on pourrait dire, permanent et qui fait qu'on ne soit pas dépendant. Quand les situations sont agréables, ben, je suis joyeux. Quand les situations sont moins agréables ou moins favorables, je suis malheureux. C'est en général la situation des humains en général. Donc, l'intention au départ, c'est vraiment progressivement, parce que ça, je dirais que c'est un travail de vie, progressivement faire en sorte que je puisse rester centré et que je ne sois pas comme comment dire, une feuille dans le vent qui va à droite, à gauche, tout dépendant des circonstances extérieures. D'avoir cet état de paix pour justement en faire profiter les autres, parce qu'on s'entend que si je suis de plus en plus heureux dans ma vie, peu importe les circonstances extérieures, ben c'est tous les gens autour de moi qui vont en profiter. C'est les gens que j'aime, les gens que je vais rencontrer vont faire que, je dirais, c'est plus intéressant d'être en contact avec quelqu'un qui rayonne la compassion, de la paix, de la générosité, que d'être avec quelqu'un qui, bon, on va dire, qui est toujours en train de bougonner, malheureux, triste, etc. Donc, l'intention ultime, c'est vraiment de développer cet état de centration puis de bonheur et qui va faire en sorte que ben, ça va rayonner, devenir, on va dire, comme un soleil qui rayonne. Donc, on profite de la chaleur, de la lumière, point. Parce qu'il y a des gens qu'on rencontre dans la vie, puis naturellement, il y a quelque chose qui se dégage de ces gens-là, puis on ne sait pas quoi, on ne peut pas le dire, mais en même temps, on a le goût d'être avec ces gens-là, puis on reçoit de ces gens-là. Simplement, des Ouais. fois, par Ouais. leur présence, juste parce qu'ils sont. Ils sont là, puis on est bien parce qu'ils rayonnent quelque chose, mais c'est le fruit d'un travail important. Euh, donc, je dirais dans ce sens-là qu'il y a quelque chose de plus paisible en soi qui est là et qui est de moins, enfin, avec la progression, qui est de moins en moins affecté par ce qui se passe à l'extérieur, donc qui permet nécessairement d'être plus efficace pour aider ou participer à cette guérison de la planète. Parce que je reste centré, je reste plus en paix. Si je suis plus en paix émotionnellement parlant, je suis plus lucide. Si je suis plus lucide, ben, ça va me permettre d'utiliser, de poser des actions, mais vraiment adaptées à la situation et non pas Ouais. brouillées par une réaction qui fait que je réagis émotionnellement. Et vous savez très bien que des fois, quand on réagit émotionnellement et qu'on est plus rapide, si vous connaissez la bande dessinée Lucky Luke, celui qui tire plus vite que son ombre, Ouais. effectivement, des fois, on pose des gestes qu'on regrette ensuite là, et qui peuvent être source de souffrance pour les autres. Là, parce qu'il Vous savez, n'y a pas de recul. Oui. Alors, ça va là. en terminant, je ne vous le cache pas, je suis une personne curieuse du savoir universel. J'ai Exact. Oui. eu, j'ai eu le plaisir et le privilège de lire différents livres saints, mes milliers d'autres livres. Par exemple, à titre d'exemple, dans les Cantiques des Cantiques, quand ils disent qu'il m'embrasse avec le baiser de sa bouche, ton amour est plus doux que le vin. Mais c'est une Mhm. détente corporelle et d'esprit en même temps. Exact. Maintenant, Oui. ma dernière question pour vous en direct avant de terminer cette belle émission. Vous vous trouvez où exactement dans cette particularité et surtout les personnes handicapées?
Répétez-moi la question, je ne suis pas sûr d'avoir Vous vous compris. trouvez où exactement, vous, dans cette plénitude, dans cette respiration, dans cette pratique qui dure depuis l'âge de 20 ans, vous et les personnes, et spécifiquement les personnes handicapées? Okay. Excusez-moi, répétez une dernière fois. Qu'est-ce que vous voulez dire le lien avec les personnes handicapées? Le lien dans votre vie personnelle, Oui, je parle. oui, oui, d'accord. Vous êtes où là-dedans, là, à l'intérieur de cette discipline qui regroupe différentes possibilités d'adaptation? Oui, Vous êtes où là-dedans? Et ces personnes avec lesquelles suivent adéquatement votre discipline et vos cours, est-ce qu'ils ressentent exactement une différence dans leur vie habituelle? ben, écoutez, c'est sûr que je ne suis pas nécessairement dans leur quotidien tous les jours. Moi, je pourrais dire de faire de permettre une révolution dans leur vie quotidienne. Par contre, ce que je constate, c'est quand, quand on parle avec les parents, qu'effectivement, il y a une petite goutte réelle qui s'est développée d'une part. Et je dirais au-delà de la discipline, parce que la discipline, pour moi, c'est juste le prétexte. Là. C'est d'être présent avec ces gens-là et de les aimer, point. Et, Ouais. et si je les aime, puis que peut-être que la discipline comme telle n'aura rien changé dans leur vie, la discipline comme telle. Mais ces gens-là, ce sont tous des gens de cœur au départ. Et ces gens-là, je sais et je sens profondément que je peux les rejoindre de cœur à cœur, même si la discipline comme telle a été soit un prétexte ou effectivement, elle n'a peut-être pas donné grand-chose parce que, bon, tout dépendant des individus, bon, si je reviens par exemple aux arts martiaux, il y a des gens qui font du karaté, il y a des gens qui font du jiu-jitsu. Une discipline, ce n'est pas une pilule miracle. Il y a des gens qui vont se sentir en affinité avec une certaine discipline, d'autres avec une autre discipline. Donc, l'important, c'est de trouver la discipline qui est en affinité avec la personne. Des fois, simplement au niveau du handicap. Hein. Une personne qui est handicapée dans une chaise roulante, elle n'ira pas faire du judo, là, on s'entend. Là. Exact. Je connais quelqu'un qui fait du karaté. Bon, les jambes, elle ne peut pas, mais bon, elle a développé toutes les techniques ou les katas avec ses bras. Donc, je dirais que si on revient au yoga, euh, oui, enfin, là, c'est une conviction personnelle que je ne peux pas prouver. Oui, je sens que ça fait une différence, mais cette différence, elle ne sera peut-être pas palpable ou visible de façon extraordinaire. Mais par contre, là où on peut faire une vérification, c'est quand les parents ou les accompagnateurs nous parlent de ce qui se passe. On sait que ça peut faire une différence sans nécessairement avoir la prétention et j'ai rejoint tout le monde, j'ai fait une différence pour tout le monde. C'est pour ça que je vous disais tantôt, ça prend un grand degré de détachement. On est là, on est présent, on est là de cœur à cœur. La discipline, c'est le prétexte pour se rencontrer. Et je pourrais dire que le bonus, c'est effectivement, peut-être ça va faire une différence sur le plan physique ou intellectuel, mais je dirais que le plus important, c'est le cœur. Là. Cœur à cœur, là c'est essentiel. Et je pourrais dire la différence, c'est le bonus que l'activité apporte. Le bonus non négligeable, on s'entend là. Il y a une intention que l'activité apporte quelque chose de réel, on s'entend, ça c'est super important. Mais quand on voit par exemple en yoga un jeune qui il s'est juste calmé un petit peu, même si ça n'a pas duré longtemps, un petit sourire, c'est extraordinaire. Là. Monsieur Vézin, merci beaucoup. Merci, M. Coury. Et très heureux de votre participation et de ces valeurs que vous possédez et que vous dégagez en même temps pour le bien des autres. Bonne chance dans votre carrière. Je vous remercie. C'est moi, attendez. Bonne chance dans votre carrière et au plaisir de vous revoir en même temps aussi peut-être vous accompagner avec l'image dans d'autres émissions de téléhandicap. Et je vous remercie infiniment.